Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Alors, nous sommes toujours avec toi en direct du Donbass, Mm, de Donetsk. Nous ouais, sommes le 12 novembre et c'est le 14e SITREP. Et là, c'est désespérant, c'est une catastrophe. Le ouais, niveau de bombardement a atteint des sommets. C'est effarant, effrayant, terrifiant et ça fait franchement mal au ventre en pensant à tous les civils, même les soldats, qui reçoivent ça sur la tête. Je te ouais. laisse pour les chiffres, c'est hallucinant. Ouais. Donc là, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé 5118 fois le cessez-le-feu. Donc on a de nouveau plus 50% par rapport à la semaine passée. Déjà la semaine passée, on était à plus 48, plus 47%. Donc avec en tout 3244 fois avec des armes lourdes de Minsk, soit 63% des bombardements. Donc là, on continue. Hein. Il faut y rajouter les 960 tirs des dernières 24 heures, dont Oui. presque 200 obus de mortier et d'artillerie tirés la nuit dernière entre 18h et 1h30 du matin. Et je pense que cette nuit, on va battre un nouveau record parce que là, à 17h30, ils tiraient déjà comme des fondus. Voilà, D'accord. donc je pense qu'on va continuer sur cette lancée. Hein. Jusqu'à ce que ça s'arrête par une contre-attaque de l'ADNR et Voilà, assez de... violente à mon avis. Ouais, Donc bien sûr, il faut rajouter à tout ça tout ce qui est tirs au lance-grenades, véhicules de combat d'infanterie et armes légères, hein, qui sont permanents aussi. Mais ceux-là, on les entend pas depuis ici. Mais pour qu'on arrive à entendre depuis le centre-ville de Donetsk, c'est que c'est du lourd. ouais, C'est au moins voilà, de l'artillerie de 122 ou de 152. Donc là, ça n'arrête pas. Hier, ça a été vraiment l'enfer. On entendait depuis ici en permanence. J'avais fait une petite vidéo d'ailleurs, faite depuis mon rebord de fenêtre pour oui, montrer ce que ça donne, ce qu'on entend depuis le centre-ville, c'est même avec le hallucinant. double vitrage. Hein. C'est hallucinant, oui. Ouais. Donc ces tirs intensifs de la nuit dernière ont principalement visé les localités d'Alexandrovka, Trudovski, donc qui sont au sud-ouest de Donetsk, Spartak qui est au nord-ouest au-dessus de l'aéroport, Zabitchevo et la périphérie nord de Gorlovka, ainsi que le territoire de la zone industrielle qui est en face de Yassino-Vataya. Sarkhanka et Leninskoye qui eux sont dans le sud de la RPD, donc toute cette zone sud qui continue à être bombardée lourdement tous les jours. C'est vraiment de la folie furieuse. C'est là, on atteint des scores. Enfin, si on continue comme ça, enfin, si on extrapolait sur 4 semaines, là, on bat tous les records de 2016. Là. Ouais. C'est en tout cas la pire semaine. 5000, Ouais, enfin plus de 5000, c'est la pire semaine de bilan que j'ai jamais entendu de ton ouais, bilan. Donc ouais. 5000, enfin c'est hallucinant quoi. Bah, c'est simple, c'est plus de 700 bombardements par jour. Quoi. Là, en moyenne, on est en gros à 800. Hein. On est quasiment à 800 bombardements par jour C'est un depuis le début miracle qu'il novembre. n'y ait pas plus de victimes, parce que enfin, Ouais. Parce que faut là, se rendre cette compte. semaine, ces bombardements en République populaire de Donetsk ont fait 2 morts parmi les soldats, 3 blessés parmi les civils, plus un soldat blessé. Et en République populaire de Lugansk, j'ai appris donc juste avant qu'on fasse ce sitrep qu'un civil est mort et un autre a été blessé lors du bombardement de la localité de Bryanka. Et des mineurs en République populaire de Lugansk sont toujours coincés sous terre dans cette même localité, remontent actuellement à pied vers la surface, les bombardements ayant touché l'alimentation électrique de Ah la d'accord. mine. Voilà. Donc, Ah ouais, ouais, ouais. Non, ça c'est. donc effectivement, on a eu de la chance avec cette intensité de bombardement. Qu'il n'y ait pas eu plus de victimes, des bombardements qui ont aussi endommagé presque 60 habitations sur la semaine, dont 2 rien que la nuit dernière. Ouais, il faut s'imaginer, ça fait 60 familles qui ont perdu leur logement à quelques semaines d'un hiver qui est jamais très 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 Ah bah là, il clément. recommence déjà à faire froid. Hein. Là, il recommence Voilà. déjà à faire froid, donc ça va être sympa là pour les 60 familles. Ça va être bien. C'est que font la France, l'Allemagne, les États-Unis encore sous l'administration d'Obama pour faire cesser ces violations systématiques, totales des accords de Minsk. Que font ces gens? Que font ces gens? Ils font rien. Ils font rien. C'est comme l'OSCE. Hein. Ils sont payés à rien foutre. Enfin, bon, no comment. Sinon, je vais être politiquement pas correct.
mais vraiment pas. Ah oui, mais c'est mérité. Hein. Hein. Je vais pas L'OSCE, là encore, ce matin, en allant au bureau, je suis passé devant leur hôtel, leur voiture trônait fièrement, à une heure à laquelle, vu les bombardements de la nuit dernière, ils auraient dû tous être sur le terrain. Ils étaient au restaurant peut-être, non? Ils étaient au bar, ouais, à mon avis, ouais. Comme d'habitude. S'il y a des gens qui servent à rien, on saura. Ils ont payé une fortune hein, pour rien faire en plus, c'est ça le plus magnifique. Ouais. Ça s'appelle de la complicité passive, moi j'appelle ça à ce niveau-là. Voilà. Hein donc, les services de renseignement de la RPD ont repéré de nouvelles armes qui vont servir à continuer ces bombardements. 2 batteries d'obusier automoteur Akatia de 152 mm, une batterie d'obusier automoteur Gvozdika de 122 mm et d'obusier D30 de 122 mm aussi, 3 pelotons de mortiers et de chars d'assaut et un bataillon de soldats de l'unité secteur droit. Donc le renforcement continue. Hein. L'Ukraine, malgré l'élection de Trump, n'a pas l'air d'être décidée à arrêter ses conneries. Hein. C'est probable d'ailleurs qu'Obama ait décidé de mettre les paquets... Parce que justement, avant la fin de son mandat, ça va être beau. Hein. Il va terminer avec un mandat en beauté, là, le prix Nobel de la paix. Hein. Ouais. Donc, suite aux provocations de l'armée ukrainienne, du genre arrestation arbitraire, extorsion de fonds, etc., sur les points de passage de la ligne de front, de plus en plus de personnes tentent de franchir la ligne de contact en contournant les points de passage officiels, s'exposant ainsi à la mort. Ainsi, hier, en tentant de passer en République populaire de Donetsk par des chemins détournés, un jeune de 16 ans venant de la localité de Volnovacha a été tué par des tirs ukrainiens. Pauvre gosse. Donc l'armée de la République populaire de Donetsk a rappelé aux gens que malgré les contraintes et les risques sur les points de passage officiels, il valait mieux que les gens les empruntent pour leur propre sécurité. La médiatrice aux droits de l'homme de la République populaire de Donetsk a d'ailleurs envoyé une demande aux autorités de Kiev afin que la lutte contre la corruption qui règne à ces points de passage soit enfin réelle et que les extorsions de fonds cessent. Hein, donc, voilà. C'est diabolique, c'est purement et simplement diabolique. Un pauvre gosse de 16 ans, enfin je sais pas... Comment les types qui l'ont tué peuvent se regarder ou continuer de se regarder dans la glace, quoi. C'est hallucinant, c'est franchement diabolique. À ce niveau-là, c'est diabolique. À ce niveau-là, c'est diabolique. Je veux dire, il n'y a pas d'autre solution pour qualifier ça. Hein. Et moi, je sais pas comment ils font. Il y avait encore une interview qui était parue récemment où il y avait un soldat, je sais plus quelle unité d'artillerie, qui disait que pour bien dormir la nuit, il préférait pas se poser de questions sur savoir sur quoi il tirait. Il va falloir quand même qu'il s'en pose à un moment donné parce que comme dans toutes les situations, en théorie, il faut répondre de ses actes. Hein. Et là, c'est des crimes de guerre. Hein, donc ça va pas être simplement une visite chez le médecin. Hein. Voilà. Hein. Donc bon, c'est l'Ukraine, on continue les conneries, donc comme notre quoi. Puis bon, voilà, ça en dit long quand même sur l'armée ou les soldats en tout cas qui sont sur ces points de passage, qui passent leur temps à essayer de dépouiller les gens. Ça c'est ignoble aussi. Etc. C'est vraiment surtout que bon, les gens qui passent ces points de passage, c'est pas des gens riches quoi. Ce sont souvent des retraités qui vont chercher leur retraite en Ukraine, leur petite retraite durement acquise après des années de travail et ils s'en font extorquer une partie par une bande de nazis qui tiennent le point de passage quoi. Des salopards, de véritables des salopards, des voleurs, voilà, Donc tu comprends effectivement pourquoi après les gens, devant des menaces d'arrestation par le SBU, etc., ou de se faire dépouiller, ils essaient de passer par les chemins de traverse, mais entre les mines, les pièges divers, et puis les fois où l'armée ukrainienne tire carrément sur les personnes qui essaient de passer par ces passages-là, c'est vraiment pas recommandé, quoi. Donc, je te laisse continuer, c'est hallucinant. Enfin bon. Ouais, c'est... au niveau de l'enquête sur l'assassinat de Motorola, Alexander Zakharchenko a révélé le nom des organisateurs de cet acte terroriste. Donc il a donné pour l'instant 3 noms, celui de Vitaly Malikov, chef du département du SBU de la région de Donetsk, Alexander Kutz, ainsi que le chef du département du SBU de la région de Lugansk, Oleg Kozlovski. Voilà, donc on a déjà 3 noms de personnes à rajouter sur les criminels qui iront au Donbass Arena. Et être jugé. Situation politique à accord de Minsk. Suite à l'élection donc de Trump, les autorités de la République populaire de Donetsk montrent un optimisme prudent, attendant de voir ce que le nouveau président fera de concret une fois passé son investiture, car dans le même temps, Kiev continue de bloquer totalement les accords de Minsk.
entre autres au sein des sous-groupes de contact. Après avoir essayé de retarder les discussions concernant l'application de la formule Steinmeier, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le ministre allemand des Affaires étrangères, qui avait proposé cette formule pour faire un petit peu avancer le schmilblick concernant la mise en œuvre des accords de Minsk. Ouais. La représentante ukrainienne a fini par avouer que l'Ukraine n'était pas d'accord avec cette formule et refusait de l'appliquer car elle aurait été imposée à l'Ukraine. Bon, pourtant c'est une formule que Poroshenko avait approuvée lors de la réunion au format Normandie. Donc une fois de plus, ils essayent d'échapper à leurs obligations. Mais bon, ça commence à lasser un petit peu tout le monde, aussi bien les représentants des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, mais aussi l'OSCE, qui a décidé d'évaluer le niveau de mise en œuvre des accords de Minsk concernant, entre autres, les points de sécurité, c'est-à-dire le retrait des armes lourdes et le désengagement des forces armées. Bon, je pense que ça va pas être très glorieux, hein. Il n'y a pas besoin de faire une très longue enquête, hein. Il suffit qu'à l'OSCE de nous demander. Hein. Oui. Et Alexander Zakharchenko d'ailleurs a dit ne pas s'attendre à un progrès concernant les accords de Minsk avant l'investiture de Trump. Donc, Ah oui, là c'est très net. Hein. Là je pense que c'est open bar jusqu'au 20 janvier, là, hein, vu comme c'est parti. Voilà. Voilà. Avec tous les risques de dérapage. Là clairement je crois pas que les gens de la des républiques, des deux républiques, et surtout les dirigeants acceptent que les bilans par semaine atteignent 10 000 ou 15 000. Hein, il va y avoir une réaction avant, hein, ça c'est absolument évident. Hein. Mais déjà hier soir, hein, il y a eu réponse de notre côté, il y a eu échange de tirs. Ah oui, il y a eu échange de tirs, là il n'y avait plus le choix. C'était inévitable, hein, je veux dire, à ce niveau-là, c'est complètement inconcevable. Hein, inconcevable. Ouais. Donc, chose un peu plus positive du point de vue de l'économie. Ah oui. Concernant la République populaire de Donetsk. Donc, on avait parlé l'autre fois de la réfection des routes qui est prévue pour l'année prochaine, après les 1500 km refait cette année. La RPD a aussi prévu d'ici 2019 de réparer 39 ponts et échangeurs autoroutiers qui sont endommagés. Donc ça, on va aussi voir une amélioration de ce côté-là. Au niveau vraiment purement économique, la RPD a sorti un rapport sur l'état économique du pays. Entre autres en comparant avec la situation avant la guerre. Le nombre d'usines agroalimentaires en RPD a augmenté de 17% comparé à la période précédant le conflit, avec actuellement 224 entreprises agroalimentaires qui fonctionnent dans la République contre 191 avant la guerre. D'accord. Donc, de manière plus générale, l'économie de la RPD se redresse. Actuellement, la République populaire de Donetsk atteint 47% du niveau de production économique d'avant-guerre. En 2 ans, 60% des entreprises ont repris leurs activités malgré le conflit. Le volume de produits finaux issus de l'industrie atteint actuellement 31% du niveau d'avant-guerre. Le volume des ventes, lui, est à 26,1% et le niveau d'emploi régulier est à 61% des niveaux d'avant-guerre. Donc là, il y a une amélioration aussi. On recrée des emplois tout doucement. Le plus grand bond, lui, a été réalisé par l'agriculture, qui a augmenté de 5 fois et demi dans certains domaines comparé à avant la guerre. C'est très bien ça. Ouais, la production de viande dépasse de 23,2% et celle de céréales et de légumineuses dépasse de 13,6% les niveaux d'avant-guerre. La production de pommes de terre a, elle, augmenté de 34,8%. Et la République populaire de Donetsk produit 2,1 fois plus de légumes qu'avant le début du conflit. La production d'œufs reste quant à elle à 69,2% de son niveau d'avant-guerre. Et d'après les données préliminaires pour la récolte de 2016, comparée à celle de 2013, nous avons récolté 3,7 fois plus de blé de printemps, 33,3% de plus de blé d'hiver et 19,9% d'orge. Donc, on produit de plus en plus de nourriture pour permettre l'autonomie alimentaire de la République, autant que faire se peut. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, toi qui es une spécialiste du sol, tu sais que apparemment la terre du Donbass est très riche. Hein, donc, oui, c'est du tchernosium, c'est une très bonne terre. C'est une très très bonne terre. Donc il y a toutes les chances pour qu'ils explosent, je dirais, les chiffres dans quelques mois encore. Hein. Ouais.
Donc, on est bien parti, on est bien parti. C'est clair qu'il y a encore beaucoup de travail pour arriver à revenir vraiment au niveau d'avant-guerre pour un certain nombre d'industries, etc. Mais ils y travaillent. Il y a encore trois gros sites industriels qui vont être ouverts ou réouverts d'ici la fin de l'année. D'accord. Ouais. Super. Donc, très bien. Il faut ça, quoi. Il faut ça. Ouais, voilà. Malgré la dégradation sur le front. Ouais. La vie civile, elle continue. Et d'ailleurs, du point de vue de la société, ça se reflète dans la courbe démographique, puisque la population de la République populaire de Donetsk a cessé de baisser et augmente de nouveau. Donc avec un flux migratoire positif de 585 personnes de plus entre janvier et août. Ouais. Donc, et 1507 enfants de plus sont nés durant cette période, comparé à la même période en 2015. Donc voilà, les gens refont des bébés. Ouais, ce qui prouve bien que les choses vont bien, sinon, malgré les bombes, malgré les bombes. Malgré les bombes. Ils sont solides et laborieux, mais ils sont déterminés. Ouais, c'est un peuple ultra résistant. Ouais. Ils sont solides ici. En Russie, ou plus précisément en Crimée, un nouveau groupe de saboteurs ukrainiens a été arrêté par le FSB. 3 d'entre eux ont déjà été déférés devant un juge à Sébastopol. Ce groupe prévoyait de mener des actions terroristes contre des installations militaires de la péninsule. Le FSB a saisi de puissants explosifs, des armes, des munitions, des moyens de communication sécurisés et des cartes des installations visées. Donc bon, malgré le fait qu'ils se sont déjà fait attraper et que ça menait à rien, l'Ukraine continue dans ses méthodes terroristes. Mais bon, enfin là, tu vois, ça n'est pas une organisation nébuleuse comme Daesh. Non, c'est un pays. Voilà, c'est un pays. Là, je pense que l'Ukraine est en train de créer un passif absolument considérable vis-à-vis de la Russie, et que le jour où la Russie décide de vraiment dire il y en a ras-le-bol et que maintenant on passe aux actes, ça va faire très mal, parce que là c'est des actes terroristes, c'est même pas une... Ouais, c'est des actes terroristes, c'est ça, quoi. Donc, et la Russie rigole pas avec le terrorisme. Non, ça c'est clair. Et il n'y a pas qu'en Crimée qui se lâche. En République populaire de Lugansk, un groupe de sabotage ukrainien a fait exploser une charge équivalente à 3 kg de TNT pour essayer de détruire l'étoile de la victoire située à Lugansk. Donc c'est un énorme monument avec une grosse étoile rouge. Mais bon, malgré l'explosion, le monument a tenu bon et se dresse toujours au-dessus de l'autoroute. Bon, il y a juste un gros trou au niveau de la base de son pilier, mais il tient toujours. Enfin, c'est des tocards, de toute façon. Ouais. Enfin, bon. Donc ça à foutre. Voilà. Détruire des monuments, comme ici la statue de Lénine, où ils avaient essayé de faire péter la statue. Ouais, c'est psychiatrique à ce niveau-là, je crois. Oui. Non, mais clairement. C'est pour ça que je parlais de médecin. Tout à l'heure, je parlais de médecin. J'ai pas précisé psychiatre, mais bon. Voilà. Évolution générale de la situation en Ukraine, assez bizarrement, juste après l'élection de Trump, des journalistes d'investigation ukrainiens ont soi-disant trouvé une villa en Espagne de Poroshenko que ce dernier n'a pas mise dans cette fameuse déclaration patrimoniale. Oh, le vilain. Ou pour dire plus clairement, c'est les services secrets américains qui ont transmis à ces journalistes cette information, parce que bon, on est quand même un petit paquet à douter sérieusement que des journalistes ukrainiens aient les moyens de mener une telle enquête en Espagne. Oui. Le but étant clairement de mettre Poroshenko dans la merde, donc ça confirme mon analyse. Ils veulent le destituer, ils veulent s'en débarrasser. Ils veulent s'en débarrasser, à mon avis, pour mettre les nazis au pouvoir, et puis ils laisseront, on va dire, l'escalade de la situation, et ils feront porter tout le chapeau aux nazis, et puis... Alors ça veut dire que ça c'est une option qu'il va falloir pour eux, pas pour nous, parce que j'espère bien que tous ces guignols soient éjectés au plus vite, nazis surtout. Mais ça veut dire que c'est Obama qui tire les ficelles derrière et qu'il est en train de se dépêcher avant le 20 janvier pour que les choses tournent au vinaigre, parce que c'est ça en réalité. Parce qu'une fois Trump à la Maison Blanche, s'il applique exactement son programme... voilà, donc là, à mon avis, ils veulent le mettre soit devant le fait accompli, soit en fait finir de faire le ménage, c'est-à-dire déclencher le gros conflit, laisser toute cette bande de cons se faire éliminer par les soldats de l'armée, de la RPD et de la RPL, et puis, tout comme là, ils ont ordonné en Syrie le fait d'abattre maintenant les chefs d'Al-Nosra, pas laisser de témoins, ça fait mauvais genre. Ouais, encore que ça peut vouloir dire autre chose, mais bon, on n'est pas dans le cerveau des gens qui concoctent
des stratagèmes de ce style, mais Ouais, mais heureusement, soit dit en passant, parce que... oui, je pense qu'on deviendrait fou. Mais tant que... Est-ce qu'il y a un espoir quand même que le programme de Trump nous éloigne de la Troisième Guerre mondiale. Le problème, c'est que l'administrateur en chef Obama est toujours aux commandes jusqu'au 20 janvier et que d'ici le 20 janvier, il peut très bien la déclencher, lui. Ouais. Et Trump, une fois arrivé, il verra que descendre au bureau ovale. Donc, voilà. C'est ça. Donc, d'ailleurs, suite à cette publication des déclarations patrimoniales dont on avait parlé la dernière fois, en dehors du chiffre fantaisiste de Sergueï Milnichouk de 1 trillion de grivnia, si on enlève cette connerie, ces déclarations offrent quand même un total cumulé pour les députés de 11 993 milliards de grivnia, soit 431 milliards d'euros. C'est énorme. C'est énorme. Ça couvrirait le déficit du pays. Oui, carrément, mais là c'est monstrueux. Quand tu sais que l'aide du FMI dernièrement était de 1 milliard de dollars, no comment. Ouais. Le député d'ailleurs Vadim Rabinovitch a donc proposé un projet de loi pour que ces politiciens donnent 50% de ce qu'ils ont déclaré en dehors de leur habitation actuelle au budget ukrainien, afin de financer des projets de réparation d'infrastructures et d'aide sociale pour relever le pays. Bon, bien sûr, des membres des bataillons spéciaux ukrainiens ont réclamé que 10% du patrimoine de ces politiciens aille au financement de l'opération antiterroriste. Ouais. Une proposition qui n'a pas été du goût d'Evgeny Mouraïev, ce député dont nous avions déjà parlé dans un précédent CITREP, qui lui a soutenu l'idée de Vadim Rabinovitch et a refusé clairement que son patrimoine serve à financer la guerre dans le Donbass et donc à la poursuivre, alors que Mouraïev milite pour la fin de cette guerre. Une déclaration qui n'a pas été du goût de l'ancien commandant du régiment Azov, Andrei Biletsky, qui a recommandé à Mouraïev d'aller purement et simplement se suicider s'il voulait que la guerre prenne rapidement fin. Oui, c'est très, très puissant. Les petites douceurs les petites phrases sympathiques entre députés. Mais Christelle, il me semble bien que la semaine dernière, tu nous avais fait part d'une déclaration qui invalidait l'idée d'une opération antiterroriste qui serait en fait une guerre contre la Russie. C'est ça, c'était Poroshenko qui avait sorti ça. Donc alors, Atto ou pas Atto? Ils se contredisent tous, ils se contredisent même entre eux déjà, alors bon... Crédible, vraiment crédible, Zéro crédibilité. On est d'accord. Voilà, on voit un petit peu le style, dire quand un député dit à un autre va te suicider, Ah oui, après les menaces de mort d'autres ou les bastons pour des biscottes... Des biscottes, ah oui, je l'avais oublié celle-là. Ah oui, c'est très fort. Voilà. C'est quand même magnifique, les députés ukrainiens. Et donc pour information, ces mêmes députés Rabinovitch et Mouraïev étaient en tête hier ou avant-hier d'un cortège de milliers d'activistes qui ont manifesté dans les rues de Kiev contre le gouvernement actuel et la directrice de la Banque nationale d'Ukraine. Donc là, ça commence à sentir quand même le moisi. Le roussi, ouais. Là, c'est plutôt mauvais. Et l'hiver arrive. Et l'hiver arrive, et l'Ukraine qui sera bientôt de plus en plus dans la mouise, avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la PCE, qui a l'air de préparer un rapport au vitriol contre le pays pour ses manquements aux droits de l'homme, son muselage de l'opposition politique et l'absence d'enquête sur le massacre d'Odessa. Donc il semble que là, ils ont décidé de laisser tout pourrir à Kiev, les patrons occidentaux. Je sais pas quoi ils jouent, mais... Ça devient bizarre là. Ouais, même ça sent mauvais quand même. Ça sent extrêmement mauvais parce que je pense. Oui, de toute façon, si l'Ukraine s'effondre, ça va très mal se passer parce qu'ils vont chercher à partir dans une fuite en avant dans la guerre. Donc, dans un cas comme dans l'autre, ça va s'aggraver. Ouais. On a de nouveau 3 pendant ce temps-là à Kiev. Oh, disons, c'est riche cette semaine aussi encore. Ouais, il nous gâte. Donc il faut savoir qu'il y a des volontaires ukrainiens, donc des membres de ces bataillons spéciaux nazis, qui discutent avec certains députés de la Verkhovna Rada afin de mettre sur pied un projet de loi visant à ne plus laisser rentrer de Russes en Ukraine, sauf s'ils dénoncent devant caméra la politique de Vladimir Poutine, qu'ils disent que la Crimée appartient à l'Ukraine et que la Russie fait la guerre à l'Ukraine dans le Donbass. D'accord. Oui, psychiatrique.
Voilà. Cette Des négociations qui sont en cours avec les députés suivants, entre autres Yarosh, fameux Yarosh, Teterouk et Rishkova, voilà, entre autres députés suffisamment cinglés pour discuter de ce genre de projet de loi débile. Donc on continue dans les conneries. Suite à l'élection de Trump, ça c'est le deuxième effet qui se coule, un certain nombre de politiciens ukrainiens se sont retrouvés bien embarrassés et ont dû effacer en hâte leurs tweets et autres posts assassins contre Trump sur les réseaux sociaux, parce qu'ils étaient tous sûrs que c'était Clinton qui allait gagner. Les chaînes de télévision ukrainiennes ne sont pas en reste, avec un nombre incalculable de vidéos anti-Trump qu'elles pourraient être tentées d'effacer de YouTube et autres plateformes vidéo. Mais Anatoly Shahari, le fameux blogueur ukrainien qui est actuellement réfugié en Europe, s'en est amusé. Dans une vidéo, il leur signale qu'il a déjà sauvegardé toutes ces vidéos compromettantes et qu'il les republiera si les chaînes de TV ukrainiennes s'avisaient de les effacer. Voilà. Ah ben quand on joue à un jeu vicieux, à un moment donné, il faut s'attendre à avoir des retours de manivelle, ça c'est clair. Voilà. Bah, ils ont parié sur le mauvais cheval. Bah, il faut assumer, ils ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et puis voilà, ils s'en mordent les doigts. Bah, comme en France. Donc d'ailleurs, toujours concernant Trump, un membre du conseil communal de Kiev et membre du parti Svoboda, Alexander Aronets, a déclaré qu'il voulait faire venir Trump à Kiev et l'obliger à crier « Gloire à l'Ukraine ». Là, je crois vraiment qu'il va falloir construire de nouveaux asiles psychiatriques en Ukraine pour interner tous les tarés qui y résident, surtout au sein de la Rada. On peut dire qu'il y a quand même un sacré paquet de cinglés, mais il y a aussi des cerveaux de poulet, parce que là, à ce niveau-là, faut en vouloir. S'imaginer obliger le président élu des États-Unis. Non mais c'est ubuesque, ubuesque. Ah mais quand je dis qu'en Ukraine ils sont de mieux en mieux, ici. Ah oui, on a mis les meilleurs au-dessus, oui, c'est clair. Ouais. Visiblement là ils font très fort. C'est un concentré de conneries et d'imbécilité absolument hallucinante. Ouais. Non, mais chaque semaine, tu crois qu'ils ont touché le fond, mais ils creusent encore. On a un petit début aussi en France par rapport à ça, avec des sondages qui nous placent Valls comme étant la personnalité de gauche la plus aimée. Ah oui. Oui, je perçois ta surprise, mais oui, c'est ça. Non, mais il y a un parallèle, Il y a un parallèle. Non, mais c'est du grand n'importe quoi. Enfin, là, je crois que tous les médias occidentaux, ukrainiens, américains se sont vautrés en beauté avec cette élection. Ouais. Ils s'étaient tous déchaînés contre Trump et ils nous font le gang des pleureuses. C'est la fin du monde, quoi. Une petite séquence vidéo. Il y a même d'ailleurs des diplomates qui ont oublié. Qui ont quand même un certain devoir de réserve en tant qu'ambassadeurs, qui se sont permis des tweets absolument. Si on avait un vrai gouvernement à la tête de la France, ces gens-là auraient été virés. Ah oui, il aurait déjà été au chômage, c'est évident. Mais tu sais, quand tu as un président de la République française qui te dit dans une petite séquence vidéo qui tourne en ce moment, le prochain président sera une présidente, ça sera Hillary Clinton. Il n'a pas dit Hillary Clinton, mais quand il a dit présidente, on peut bien se douter que c'était pas de Trump dont il s'agissait. Voilà, et qu'il a dit que Trump, quand il l'écoutait, ça lui donnait des walkers. Je pense que tout ça va se payer d'une manière ou d'une autre. Je pense aussi. Mais bon, en attendant, c'est vrai que d'ici son investiture, tout est possible. Et quand on voit l'escalade continue ici... c'est vrai qu'on se demande à quoi certains jouent. Donc, est-ce que les Américains sont réellement en train de lâcher l'Ukraine et résultat, les factions, on va dire, les plus radicales, soutenues très certainement par des néoconservateurs qui sont toujours dans l'appareil administratif américain, décident de jouer un va-tout en essayant de foutre un maximum de bordel et de faire exploser la Troisième Guerre mondiale avant le 20 janvier. Je suis malheureusement pour cette option-là, sachant que la CIA a toujours utilisé les néo-nazis, et les a utilisés en Allemagne avec le réseau Gladio, Stay Behind, on avait déjà parlé, ce réseau qui était là pour saboter les lignes arrières de l'armée rouge en cas d'invasion de l'Europe. Et puis ça n'a pas empêché qu'ils ont utilisé dans l'attentat de la gare de Bologne dans les années 80 avec presque 90 morts.
et 200 blessés, donc juste pour empêcher les Italiens de voter communiste. C'est voilà, c'est pour dire à Voilà, quel point ça en dit long sur à quel genre de moyens certains sont prêts à arriver oui, pour arriver à leur fin. c'est ça, Bon, c'est pour certains la fin justifie les moyens. absolument. On l'a bien vu avec la Miss Clinton, hein, qui était toute contente quand Kadhafi a été assassiné. Hein. Ah oui, oui, elle jubilait, oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Mais enfin, c'est des choses. Le problème, c'est qu'il faut pas le faire devant une caméra parce que c'est choquant. Je veux dire, pour quelqu'un qui a un minimum de conviction religieuse, Même un minimum d'éthique ou c'est de ça, morale. c'est Bon, ça. tu vois ça, tu te dis la nénette, c'est une psychopathe quand même. Hein, Surtout qu'après coup, les gens ont découvert ce qu'était réellement le pouvoir, enfin le régime de Kadhafi, qui n'était pas nécessairement d'une grande liberté d'expression, mais il y avait la sécurité financière, la sécurité tout court. Et Ouais. les gens avaient les moyens de vivre, hein, alors qu'aujourd'hui c'est le chaos. Hein. Voilà. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Trump hein, dans des discours qui n'ont pas été beaucoup médiatisés, hein, parce que ça aurait été dommage de montrer que le mec était beaucoup moins bête que ce qu'on nous a vendu. Où il a dit, hein, Saddam Hussein, Kadhafi ou Assad, bien sûr que c'était pas des enfants de cœur, mais Ouais. Mais dire entre ça et puis que vous voyez le bordel que c'est maintenant dans ces pays, vous trouvez vraiment que c'est mieux? c'était peut-être pas des enfants de cœur, tout simplement parce que enfin, ils étaient inquiets d'une tentative de renversement du système, quoi, de la destruction du pays, comme c'est malheureusement le cas en Syrie. Justifié quand on voit ce qui est arrivé à l'Irak, à la Libye ou à la Syrie. C'est ça, hein, c'est ça. C'était parfaitement justifié. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, mais parti comme c'est parti, je pense que là, on va continuer dans l'escalade malheureusement. Et jusqu'au moment où ça va atteindre vraiment les limites de la patience, Ouais. aussi bien ici qu'au niveau de la Russie, qui est quand même garante des accords de Minsk, puisque ni la France ni l'Allemagne ont l'air d'être décidés à faire leur travail de garant et Ah oui, à c'est clair, pousser hein. un peu le ton. Donc il y a un moment où l'ours russe va taper de la patte sur la table, et puis ici Il y en a qui va se prendre un coup de aussi, griffe. donc ça va très mal se finir à mon avis. Et je pense que les manifs de Mouraïet et de Rabinovitch vont très vite rassembler bien plus que quelques milliers de personnes. Ouais, ouais, ouais. Et le 20 Parce que janvier, la situation en Ukraine, ça va aller de mal en pire. Les gens ouvrent de plus en plus les yeux sur l'état du pays. Bon, tout simplement, ils le voient dans leurs factures, hein, ils le voient dans leur situation économique, professionnelle. ah bah là c'est du concret, hein. C'est du concret et bon bah là ils se rendent bien compte. Puis quand là ils ont vu les déclarations de patrimoine de ces députés, 400 milliards, c'est 400 milliards d'euros, c'est colossal. Comment une bande de voleurs, de débiles mentaux, de cerveaux de poulet ont pu cumuler une somme pareille, quoi. détournement de fonds, corruption, vol. Oui, ben, comme je disais, il y a un certain nombre de ces députés qui sont d'anciens commandants de bataillons nazis, de bataillons spéciaux. Je veux dire, ces mecs-là, quand tu vois des œuvres d'art ou des bouteilles de vin hors de prix, et qu'on sait la propension de ces bataillons à pratiquer le pillage à échelle industrielle. Hein, ils piquaient tout, je veux dire, même les télés, même les bacs de douche, les baignoires, ils ont volé tout ce qui pouvait être volé. Les gens qui sont actuellement dans la zone occupée du Donbass se font dépouiller de leurs voitures, de leurs bijoux, de leur argent quand ils doivent passer les points de passage. Hein, c'est sûr, l'extorsion de fonds, etc., ça rapporte. Hein. Je rappelle quand ils ont bloqué les camions qui allaient vers la Crimée. Hein, quand ils avaient fait aussi péter les lignes électriques, etc. Oui. Fin d'année dernière, ces bataillons nazis et tatars ont fait de l'extorsion de fonds. Ouais. Ah bah tu me payes tant, je laisse passer ton camion. Ouais, mais ça c'est à la fois ignoble, mais c'est aussi risqué pour eux parce que maintenant l'histoire des lignes électriques qui ont été détruites.
Donc la Russie s'est dépêchée d'installer de tirer en fait des câbles qui sont passés par le détroit de Kerch et que maintenant la Crimée est autonome. Donc c'est de l'électricité que la Russie n'achète plus à l'Ukraine. C'est ça. Et donc finalement c'est l'Ukraine qui est perdante parce que l'Ukraine a dû réparer ses lignes électriques et maintenant elle touche un revenu en moins. Et puis toute la population limitrophe à la zone de combat, tu m'as compris, hein, enfin chacun de ceux qui nous voit a compris ce que je voulais dire. Toute cette population qui est sous la coupe des néo-nazis, c'est, j'allais dire entre guillemets, des clients déjà acquis à la cause des deux républiques. Hein. Ah oui, on l'a vu, ce qu'on discutait hier avec, la semaine dernière avec les petits retraités d'Avdeïevka, etc. Oui. Et là, j'ai vu un article cette semaine d'un colonel des forces armées ukrainiennes qui se plaignait de la haine qu'il voyait dans les yeux des gens du Donbass quand lui il passait dans la zone. Bon, mon gars, vu ce que font tes soldats à la population locale, viens pas chouiner à la télé que la population locale a envie de tuer tes hommes. Je veux dire, je pense que c'est un petit peu logique, quoi. Il n'a pas conscience de la gravité de la situation. Il veut pas voir, mais bon, à force de pas vouloir voir la réalité, ça se termine comme l'élection de Trump. Les gens descendent de leur piédestal d'un seul coup, brutalement, parce que ils ont pas voulu voir la réalité. Quand je vois qu'aux États-Unis, là, ils ont mis en place dans certains campus des cellules de soutien psychologique pour les étudiants pour qu'ils se remettent de l'élection de Trump. Le déni de réalité, ça coûte cher. Hein. Ah oui. Et la catastrophe en Syrie, catastrophe en Libye, tout ça, ça les a pas touchés psychologiquement, ça les a pas mis. Non, moralement, vraiment. Ils n'ont pas été touchés. Ça leur a pas posé des questions d'éthique. De laisser Obama commettre des assassinats par drone. Non, c'est loin. Donc, c'est comme les Européens vis-à-vis du conflit du Donbass. C'est à 3000 km, c'est loin, on s'en fiche, quoi. Ça s'appelle de l'indignation à géométrie variable. Je trouve qu'il y a un côté, cynique quelque part. Très. Donc voilà, on va voir l'évolution de la situation, mais je pense que maintenant ça ne va plus aller que crescendo jusqu'au moment où ça se terminera par une contre-attaque ou une contre-offensive extrêmement brutale. Oui, parce qu'on voit pas, les bilans des dernières semaines indiquent clairement, suivant la courbe montante, que ça va pas s'arrêter du jour au lendemain. Pour quelle raison ça le ferait d'ailleurs ? Non. Et puis là, ce refus de l'Ukraine de mettre en œuvre la formule Steinmeier, alors ça avait été, ils s'étaient mis d'accord lors de cette réunion au format Normandie. Les représentants, donc Denis Pouchine a dit, ça revient de facto à dire que l'Ukraine se retire du format Normandie, puisque il refuse ouvertement d'appliquer les décisions qui sont prises lors de ces réunions. Donc, ça sert à quoi que vous y allez, quoi. Et je pense que Poutine commence à en avoir ras la casquette, hein, vraiment, de ces gens. Hein. Ça, je pense aussi, un petit signe qui pourrait aller dans ce sens, c'est une discussion qui a eu lieu entre Alexander Zakharchenko et un auteur qui est aussi un député russe de la Douma. Oui. J'ai plus le nom en tête. Chargounov. Où justement Chargounov demandait à Zakharchenko combien de temps il pensait que le conflit ici durerait, et où Zakharchenko en fait lui a retourné la question et en lui disant c'est plutôt à vous, enfin à la Russie, que je dois demander combien de temps ça va durer, parce que nous on se considère comme Russes, notre souhait c'est de retourner à la mère patrie, donc dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire pour revenir comme la Crimée l'a fait au sein de la Fédération de Russie, qu'on puisse enfin rentrer chez nous, et ça commence à revenir, cette notion de retour au sein de la Fédération de Russie. D'accord. On commence à en réentendre parler, donc je pense qu'il y a quelque chose dans les cartons.
C'est pas seulement je la pense, Novorossia, territoire voilà, indépendant de la Russie, même avec des échanges fraternels avec voilà, la mère Russie, mais c'est vraiment carrément voilà. le même Là, processus. on reparle du souhait de réintégrer le territoire de la Russie auquel le Donbass appartenait jusqu'à la révolution bolchevique et la guerre civile qui s'en est suivie. Je rappelle que le Donbass a été rattaché à l'Ukraine seulement dans les années 20, quand le pays qu'est l'Ukraine a été constitué par les soviétiques. Donc jusque-là, jusqu'à la révolution d'octobre, le Donbass appartenait à l'Empire russe. D'accord. Donc voilà, ça fait à peine un siècle que le Donbass n'a appartenu à l'Ukraine que pendant moins d'un siècle. Donc je pense que on va voir peut-être je l'espère, des discussions entre Poutine C'est pas moins et risqué non plus. Trump. C'est pas moins risqué non plus parce que si même la Russie reconnaissait les deux républiques de Donetsk et de Lugansk, ça veut dire que l'opération pseudo-ATO, hein, continuerait probablement, mais à ce moment-là, elle serait considérée comme une agression militaire majeure contre le territoire russe. Contre le Et les territoire, conséquences voilà, seraient c'est beaucoup ça. plus graves. Donc, Donc, ce serait beaucoup plus grave. Mais bon, je pense que il y a un moment où on peut pas laisser la situation rester dans un état de statu quo comme celui-ci pendant des dizaines d'années. c'est sûr. C'est pas possible. Non, c'est pas. Donc, l'énorme avantage que cela aurait, c'est que de facto, on aurait cette fois, à ce moment-là, intervention légale de l'armée russe Ouais. pour protéger cette région. Donc, à partir de là, ça changerait déjà sacrément la donne. Hein. Ah, c'est plus la même là. Hein. Je veux dire, les 5000 tirs par semaine, ça serait dans l'autre direction. Hein. Voilà. Et là, ça serait, ça serait pas du calibre 752, ça serait du missile et voilà. Hein. Donc, je pense que c'est un. Mais en même temps, voilà, quand Kiev joue un jeu dangereux, il faut qu'il assume les conséquences de ses actes. Hein. Voilà, tout à fait. Donc on va bien voir ce que ça donne, mais je pense qu'il doit y avoir d'ores et déjà des discussions entre Trump et Poutine sur les sujets que sont la Crimée, le Donbass et la Syrie. On va voir ce qui en ressort. Est-ce que d'ici là, l'Ukraine, poussant le bouchon trop loin, finira par déclencher les hostilités? À ce moment-là, ça se terminera de manière militaire et que ça se terminera par on va dire, le fait d'entériner par une reconnaissance internationale le fait des armes. Je ne sais pas. Ça sera surprise, mais je pense clairement que les choses vont évoluer dans un sens ou dans l'autre maintenant dans les semaines et mois à venir. Je pense qu'il faut s'attendre à un changement brutal de la situation. L'hiver est là et ça va faire un petit peu comme comme la contre-attaque soviétique à côté de Moscou, justement pendant cette période, qui a mis un coup d'arrêt à l'invasion nazie de l'URSS. Hein. Voilà, donc on va voir la semaine prochaine l'état de notre site rep, mais je pense que on va pas aller vers un mieux, j'ai de gros doutes. Oh non, mais c'est hallucinant déjà là, on dépasse, si c'est encore pire la semaine prochaine, on dépasse l'ignoble, hein. Enfin c'est déjà ignoble, mais on dépasse tout, là, il n'y a plus de commentaires possibles. Il n'y a plus de commentaires, donc on verra. Okay. Donc je te dis à la semaine prochaine, Tom, et puis comme d'habitude, promis, je fais attention. Oui. Ah bah oui, surtout en ce moment. Hein. Oh là là là. Oui. Merci beaucoup, voilà. Christelle, de nous offrir encore une fois cette... De rien, Tom. Et puis je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt. Merci, au revoir.